Palais présidentiel, une réunion du comité de suivi des engagements communs issus du sommet de Pau a été dirigée par le chef de l'État. La rencontre à laquelle a participé l'envoyé spécial de la France pour le Sahel a permis de discuter de questions essentielles à la lutte antiterroriste dans le Sahel. La dernière réunion mensuelle consacrée au secteur de la santé a mis en place une cellule de veille et sécurité sanitaire. Une réunion a lieu ce matin. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ont pris part. Et puis la validation du budget du 3e recensement général de la population. Et au centre d'une rencontre, la Commission nationale de la population et les partenaires techniques et financiers du Tchad ont pris part. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a dirigé ce matin au palais présidentiel une réunion du comité de suivi des engagements communs issus du sommet de Pau, la 3e du genre. La rencontre à laquelle a participé l'envoyé spécial de la France pour le Sahel a permis de discuter des questions essentielles à la lutte antiterroriste dans le Sahel. Au Tchad, le comité de suivi des engagements communs issus du sommet de Pau est à sa 3e réunion, dirigée par le président de la République, Idriss Déby Itno. Cette rencontre se tient à l'occasion de la visite au Tchad de l'envoyé spécial de la France pour le Sahel, Christophe Bigot. Après examen de la situation sécuritaire à la lumière des dernières évolutions sur le terrain, la rencontre a pris des décisions importantes déclinées ici par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité publique et des anciens combattants, Mohamed Abbali Salah. D'ici 24-25, que le bataillon tchadien sera sur place à Niamey. Effectivement, aujourd'hui, sur le plan matériel, le bataillon est prêt et c'est dans quelques jours que le bataillon sera effectivement à Niamey pour faire sa mission. L'envoi imminent des troupes tchadiennes à Niamey, siège de l'Alliance pour le Sahel, va changer la donne sur le terrain. L'envoyé spécial de la France pour le Sahel, Christophe Bigot, y voit la détermination du Tchad à accélérer la lutte pour la pacification du Sahel. Donc cette discussion a été très riche avec le président Déby et avec les membres de son gouvernement et nous avons pu faire valoir les résultats très significatifs qui sont intervenus depuis le sommet de Pau. Il faut poursuivre cet effort, mais nous sommes très heureux de la détermination affichée par le Tchad pour apporter toute son énergie, ses moyens, pour contribuer à lutter contre le terrorisme. Le président était très volontaire, très décidé et vous le savez, le Tchad a des capacités toutes particulières dans ce domaine. S'appuyant sur l'interdépendance entre sécurité et développement, le comité a mis un point d'orgue sur la réalisation des projets ciblant les provinces en proie au terrorisme. Le défi qu'il impose appelle également à un changement de stratégie des forces de sécurité intérieure. C'est à cela que la réunion a trouvé la recette, prenant en compte le renforcement des capacités opérationnelles et techniques. Vous le saviez, le chef de l'État prépare hier au sommet d'Oya au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État a exhorté l'Union africaine et les Nations unies de s'impliquer davantage dans la résolution de la crise libyenne. Suivez un extrait. Le contexte de la crise politico-sécuritaire en Libye est connu de nous tous. Il est fort critique. Elle reste marquée par des ingérences extérieures graves, y compris militaires, et la démission donnée il y a quelques jours de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye. Le risque d'un enlisement durable de la situation prend de plus en plus de pas sur la perspective de réconciliation et de paix pour laquelle l'Union africaine et la communauté internationale s'investissent depuis 2011. Dans ce contexte, il
est urgent que l'Union africaine et les Nations unies, dans un élan de concertation et de coordination régulière, se mettent en première ligne dans la quête d'une solution globale, durable et définitive à cette crise qui n'a que trop duré. Je crois fermement que l'Afrique a un rôle majeur à jouer dans cette situation extrêmement difficile que traverse la Libye. Il n'y a pas de crise ou de conflit qui ne puisse être réglé. La solution à la crise libyenne passera forcément par les Libyens eux-mêmes. Alors, que faire pour que nos frères libyens aient la chance de se mettre autour d'une table? Les réunir et les aider à se parler constitue un défi à relever. C'est pourquoi notre rencontre d'aujourd'hui doit explorer au mieux les approches nécessaires d'un dialogue interlibyen dans le meilleur délai. Très rapidement, nous devons convier sans distinction aucune l'ensemble des protagonistes à des pourparlers directs. Plus l'échéance est retardée, plus les ennemis de la paix aux agendas cachés attisent le feu au point de conduire à fragmenter la Libye en plusieurs entités. Pour le président de la République, Idriss Déby Itno, il faut des solutions concrètes pour ramener la paix en Libye, car, dit-il, la solution de la crise libyenne est politique et non militaire. Suivez une fois de plus le chef de l'État. La balkanisation de la Libye est un risque que nous voyons venir. L'heure est à l'action. Pour une sortie rapide de la crise, malgré la multiplicité des préférences et des agendas incompatibles avec les intérêts des peuples libyens. En parlant de l'action, je parle bien évidemment des solutions concrètes à envisager sans détour. Je suis d'ailleurs convaincu que les protagonistes libyens eux-mêmes ont suffisamment mesuré le prix du chaos que vit leur pays et les souffrances que subissent au quotidien les populations civiles. Dans cette optique, la communauté internationale se doit d'harmoniser et de coordonner ses efforts pour favoriser un large consensus entre les Libyens autour de chacune des questions qui les divisent. L'État est convaincu que la solution à la crise libyenne est politique et non militaire et doit être le résultat d'une entente entre les Libyens eux-mêmes. Comme toujours, nous tenons à rappeler que la solution à la crise doit être inclusive et doit intégrer tous les aspects institutionnels, politiques, sécuritaires, économiques, ainsi que les réalités ethniques, régionales et politiques de la société libyenne pour favoriser une véritable réconciliation nationale. C'est à juste titre que l'Union africaine, à travers son comité de haut niveau, et les pays voisins de la Libye, ne ménagent aucun effort pour aider nos frères libyens à se réconcilier, même si parfois l'on a tendance à négliger le rôle incontournable que l'Afrique peut jouer dans le règlement de la crise libyenne. Dans cette perspective, nous pensons que la tenue du
forum de dialogue inclusif interlibyen constitue une étape cruciale pour doter la Libye de nouvelles institutions politiques légitimes. Je dis bien de tels mots légitimes. La situation en Libye est plus que complexe que seule une conjugation de forces bien coordonnée de l'ensemble de la communauté internationale pourrait créer des conditions propices à une réconciliation de nos frères libyens. À cet égard, il est urgent de mettre un terme à toutes les ingérences extérieures en Libye par la mise en place de mécanismes efficaces de surveillance pour faire respecter les engagements pris par les grandes puissances lors de la conférence de Berlin, notamment l'embargo sur les armes. Le président de la République, Elisabeth Itno, s'est rendu ce midi au domicile de l'ambassadrice Bintou Maloum, décédée mardi dernier. Le chef de l'État y est allé pour présenter ses condoléances et celles de la nation à la famille éplorée. Ibrahim Adamamata. La disparition de Mme Bintou Maloum a créé l'émoi au sein de la société tchadienne. Déjà dès les premières minutes qui ont suivi son décès le 10 mars dernier, le président de la République, Elisabeth Itno, par le biais de son compte Twitter, a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille de la regrettée. Il a salué la mémoire de l'une des pionnières de la lutte pour l'émancipation de la femme. Cet après-midi, le chef de l'État s'est rendu au domicile de l'illustre disparu à Clémat, dans le 2e arrondissement municipal de N'Djamena. Il y est allé pour présenter de vive voix ses condoléances les plus attristées et celles de la nation à la famille éplorée. La mine trahie par la douleur marquée par cette immense perte pour le pays, le président de la République, après s'être acquitté du rituel religieux en prenant la fatia pour la paix de l'âme de la défunte, a dit toute sa compassion aux proches parents de cette dernière. La douleur que vous ressentez est celle de la nation tout entière. Nous avons perdu une sœur mais aussi une femme de haute qualité, cadre émérite qui a rendu de loyaux services au pays, a dit le chef de l'État en saluant la mémoire de l'ancienne ambassadrice du Tchad au Congo et en Allemagne. Bintou Maloum, qui a été la première femme à avoir été admise à l'École nationale d'administration du Tchad, a occupé plusieurs postes ministériels entre 1993 et 2003. Né le 31 mars 1946 à Toror, dans le Salamat, Bintou Maloum a écrit en 2017 son livre autobiographique Le destin d'une pionnière qui retraçait ses différents parcours dans la vie active. Le mardi 10 mars dernier, Bintou Maloum s'en est allée, emportant avec elle d'autres pans de sa riche carrière qu'elle espérait compter dans un autre ouvrage. Mais le destin en a décidé autrement pour la pionnière. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebi Pahimé, devra présider ce matin la réunion de la cellule de veille et de sécurité sanitaire mise en place au sortir de la dernière réunion mensuelle consacrée au secteur de la santé. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ont pris part à la rencontre. Au sortir de la dernière réunion mensuelle consacrée au secteur de la santé au Tchad, présidé le 9 mars par le chef de l'État Idriss Déby Itno, des instructions fermes ont été données par le président de la République à l'effet d'élaborer très rapidement un plan de contingence contre l'épidémie de coronavirus. 4 jours, très exactement après les orientations du chef de l'État, la cellule de veille et de sécurité sanitaire s'est réunie autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebi Pahimé Debe. Au cours de cette réunion, un plan national de contingence pour la préparation et la riposte à l'épidémie de Covid-19 est élaboré et présenté par la directrice de la lutte contre la maladie et la promotion de la santé, Dr Sada Daoud. Ce plan prévoit des scénarios. Aucun cas détecté au Tchad et ou des cas détectés et des mesures à envisager. Dans les 2 cas de figure, le plan envisage des ripostes à travers, entre autres, la mise en quarantaine des passagers en provenance des pays infectés, la multiplication des points de contrôle, l'acquisition des hôpitaux mobiles, des réactifs, consommables, etc. Présent à la rencontre,
Le représentant de l'OMS au Tchad se prononce. Nous sommes dans une situation très grave sur le continent africain, bien sûr. Je voudrais simplement dire que les 24 dernières heures, nous avons 3 pays africains qui se sont ajoutés sur la liste des 9 déjà affectés. Nous avons le Ghana qui a rapporté 2 cas dans les 24 dernières heures. Nous avons le Gabon qui a notifié un cas. Et nous avons le Kenya aussi qui a notifié un cas. Je rappelle que tous ces cas-là nous viennent des pays lourdement affectés comme l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Ce que je dois retenir aussi, c'est que le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence, nous avait convoqué le comité de veille pour qu'on voit où est-ce que nous en sommes avec le plan de contingence nationale. Et je dois dire que le plan de contingence nationale, sous le leadership du ministre de la Santé publique, a énormément avancé et que nous étions en train de l'affiner pour voir quelles sont les priorités que l'on doit financer urgemment. Et que je pense que la semaine prochaine, ces priorités pourront être vraiment présentées aux partenaires pour un financement urgent. Je voudrais en profiter pour dire une chose très importante. Le ministère de la Santé publique a mis sur pied une équipe de réaction rapide, de réponse rapide. Cette équipe-là doit savoir quoi faire, comment le faire et où le faire si quelque chose arrive ici. Et ceci est très important. Et je voudrais rappeler encore une fois que nous avons déjà eu affaire à des cas suspects qui ont été passés au laboratoire, qui sont avérés négatifs. C'est vous dire que les dispositifs en place au Tchad, notamment le laboratoire, marchent et marchent très bien. Bon à savoir, pour compter de cette date, aucun ordre de mission ne sera délivré à un fonctionnaire tchadien pour une mission vers le pays où le Covid-19 y sévit. Le suivi de la mise en œuvre du plan de prévention et de riposte de l'épidémie à coronavirus est assuré par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. La Commission nationale de la population et les partenaires techniques et financiers du Tchad se sont rencontrés cet après-midi pour valider le budget du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Le recensement général de la population et de l'habitat est une base de données fiables, une source privilégiée des statistiques démographiques qui permet à un État de planifier toute action de développement socio-économique, politique et culturel. Vu l'importance de cet exercice, le Tchad, qui s'est conformé aux exigences des Nations Unies, qui recommande le recensement général de la population et de l'habitat, chaque 10 ans, s'apprête à réaliser un 3e, après ceux de 1993 et de 2009. Pour réussir cette opération statistique qui permet de dénombrer la population tchadienne, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers ont eu à plancher sur le projet du budget qui s'élève à près de 41 milliards de nos francs et les documents stratégiques et techniques. Cette rencontre d'échange et de réflexion a permis aux membres du gouvernement et aux partenaires d'accorder leur violon quant au budget du recensement général de la population et de l'habitat. En tenant compte des recommandations de tous les membres de la commission, qui vise l'optimisation des ressources, qui vise aussi la validation des acquis, qui vise aussi la valorisation de tout ce que nous avions au niveau national qui puisse appuyer ces prochains recensements d'importance. Il y a aussi la mobilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc notre budget que nous venons de valider est de 40 milliards 888 millions 182 000 francs et qui permettrait au Tchad de préparer et d'organiser le prochain recensement, le 3e du genre, couplé à l'agriculture. Je voudrais vraiment, encore une fois de plus, en appeler à tous les partenaires techniques et financiers de se mettre aux côtés du Tchad, de l'accompagner techniquement et financièrement pour la réussite de cette opération. Les participants qui tiennent à la réussite de ce 3e recensement général de la population et de l'habitat ont fait des recommandations qui se résument à la mise à la disposition de la Commission nationale de la population des moyens financiers, matériels et des ressources humaines. Il s'est tenu ce matin à Béché dans la province du Ouada, le 17e conseil d'administration de l'université Adam Barka, sous le ministre de l'enseignement supérieur David Oudengar qui a présidé les travaux. Ali Mamadou Bello.
À Abéché, ce vendredi s'ouvre le conseil d'administration de l'université Adam Barka pour l'année 2020. Un exercice qui réunit tous les acteurs concernés autour du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar. Pour ce 17e conseil, le fil conducteur reste l'examen du plan d'action et du budget de l'année 2020. Déjà à l'entame des travaux, les membres statutaires ont examiné et validé le procès-verbal du conseil passé. Un moment opportun pour le gouverneur de lever les voiles sur les difficultés de cette université. L'université souffre cruellement d'une insuffisance des moyens financiers pour l'entretien des bâtiments existants ainsi que la prise en charge du personnel enseignant, technique ainsi que la mise en œuvre de son plan d'action. Et toutes ces difficultés sont inscrites déjà noir sur blanc dans ces documents soumis à l'examen des participants. Bien des sujets importants qui concourent au rayonnement de cette institution déposés sur la table des discussions sont aussi passés au crible. L'issue des travaux est marquée justement par la validation de ces documents. Ce que nous devons retenir de ce conseil d'administration, c'est principalement deux recommandations majeures. La première, c'est que le conseil d'administration recommande au président de l'UNABA de diversifier les accords de coopération ou de partenariat en vue de capter des opportunités de financement international. La deuxième recommandation, c'est que le conseil d'administration recommande au président de l'UNABA de créer une cellule institutionnelle d'assurance qualité en vue d'implémenter la démarche qualité au sein de l'université. Créée en 2003, l'université Adam Barka d'Abéché comprend 4 facultés, à savoir la faculté des droits et sciences économiques, la faculté des lettres, arts et sciences humaines, la faculté des sciences et techniques et celle des sciences et santé. Et les conclusions de ces rendez-vous permettront donc à cette grande université de s'imposer dans la sous-région en termes de qualité d'enseignement. Restons toujours à Abéché en visite de travail. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria, Zuma Umaru Bukar Koto, a eu une rencontre avec les responsables administratifs à divers niveaux. Gildo Mohamed Barka. Cette visite de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Tchad s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les autorités de la province de Ouadaï d'une part et d'autre part de s'enquérir des conditions de vie de la communauté nigériane vivant dans le Ouadaï et de donner des orientations permettant à cette communauté de respecter les lois et règlements du pays d'accueil pour une parfaite cohabitation. Occasion pour le gouverneur de la province de Ouadaï, Ramadan Erdebou, de saluer l'excellence des relations de coopération qui unit les deux pays frères liés par l'histoire et la géographie. Pour sa part, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Zuma Umaru, se réjouit de la franche collaboration de la communauté nigériane avec les autres communautés vivant dans le Ouadaï. Il a ensuite rassuré de la disponibilité de son institution d'œuvrer davantage pour pérenniser les acquis de cette relation au profit des deux peuples. Par un communiqué de presse numéro 01 du 11 mars 2020 faisant suite à la décision du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche d'assainir le fichier de son personnel sur la base d'un recensement général, le secrétaire général du syndicat national des agents du secteur de l'environnement a fait une sortie médiatique alléguant des faits dépourvus de tout fondement tout en proférant de menaces contre le chef de département. Il faisant suite, le ministère, tout en apportant un démenti formel et catégorique à toutes ces allégations dénuées de tout fondement, tient à porter à l'attention de l'opinion publique ce qui suit. Le paiement des salaires du personnel du ministère par biaitage comme prévu a effectivement commencé depuis le 11 mars 2020 et se poursuit dans les locaux de la garde forestière et faunique. Le léger retard accusé est dû essentiellement aux modalités d'ordre pratique et ne peut donner lieu au chantage. Le SINASEPT, qui jusqu'à ce jour n'a pas signalé son existence au chef du département et encore moins sollicité une audience pour le rencontrer dans le cadre de ce dossier, fait bel et bien partie de la commission de paix et de contrôle et est informé de toutes les démarches entreprises pour la mobilisation des ressources en vue du paiement de salaire des agents du ministère. De ce qui précède et à la lumière de toutes les informations mises à la disposition du SINASEP pour sa base, le ministère de l'Environnement
l'Environnement s'étonne de cette sortie hasardeuse de son secrétaire général qui est une parfaite illustration de sa mauvaise foi et de son intention de nuire à quel dessein on en sait. Poursuit le communiqué. Le SENACEP, au lieu d'aider à assainir le fichier du personnel dans l'intérêt général dans cette conjoncture économique difficile que traverse notre pays, cherche plutôt à cautionner et encourager des comportements irresponsables des agents indélicats et véreux contrairement à l'orthodoxie administrative et financière. La diffusion d'un tel communiqué sans vérification au préalable des informations qui y sont contenues démontre à suffisance le manque de professionnalisme de la part de son auteur. Par ailleurs, l'exercice d'un droit fut-il syndical n'autorise pas à tenir de propos irrévérencieux à l'égard du premier responsable du département. Par conséquent, le ministère tient à porter à l'attention des responsables syndicaux du secteur de l'environnement qu'il ne saurait tolérer de tels écarts de propos et de comportements et prendra dorénavant toutes les dispositions nécessaires pour que l'ordre et la discipline règnent en son sein. N'Djamena, 12 mars 2020, le directeur général adjoint du ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, Kimto Olivier Seyd. Le coronavirus se propage très vite dans le monde et aussi quelques pays d'Afrique dont les voisins immédiats du Tchad sont touchés. Et pour que le Covid-19 ne s'infiltre au Tchad, le gouvernement à travers le ministère de la Santé met les moyens à disposition. Adombe Hortense ici nous révèle les efforts consentis par le gouvernement. À ces propos, sujet. Le coronavirus ou Covid-2019 est devenu une pandémie mondiale et son ampleur inquiète l'humanité tout entière. Ce fléau qui apparaît la toute première fois en République populaire de Chine a fait plus de 134 000 victimes sous d'autres cieux et en Afrique, 16 pays sont déjà touchés. Une catastrophe face à laquelle il faut agir. Même si aucun cas n'a été encore notifié au Tchad, le gouvernement, à travers le département de la santé publique, déploie des moyens et des stratégies de grande envergure à la hauteur de cette urgence de portée internationale. Puisque mieux vaut prévenir que guérir, une surveillance accrue du risque lié à la maladie s'impose. Compte tenu de l'avis de l'OMS selon lequel le virus est hautement contagieux et que pour l'heure, aucun vaccin ni traitement contre ce mal n'est disponible, des dispositifs adaptés à la situation sont mis en place au Tchad. À l'aéroport international Hassan Diamous, principal point d'entrée, est installé un comité de crise avec des équipes sentinelles mixtes composées des infirmiers, des agents d'hygiène et d'assainissement formés sur les mesures de prévention et équipés. Ceux-ci sont appuyés dans leurs tâches des médecins superviseurs chargés de la coordination des activités. En cas de suspicion, les victimes seront automatiquement mises en quarantaine à l'hôpital de Farsha, site officiel d'isolement et de prise en charge. Un isolement qui peut durer 14 jours compte tenu de la période d'incubation de la maladie. Le même dispositif est aussi installé dans 5 postes frontaliers à l'intérieur du pays. Ce sont les postes frontaliers de Ngeli, Bongor, Touboro et Bol. Au niveau de ces frontières, toute personne venant d'un pays voisin est systématiquement examinée et diagnostiquée grâce aux techniciens de santé et ceux de la Croix-Rouge déployés sur le terrain. Et pour renforcer ces équipes au niveau des frontières, des laboratoires mobiles sont mobilisés à l'intérieur des villes grâce aux appuis des partenaires. Au-delà de ces dispositifs non négligeables, le ministère de la Santé et ses partenaires ont élaboré et validé un plan national de contingence pour la préparation et la riposte en temps réel contre l'épidémie. Un plan de contingence de haute facture est estimé à plus de 11 milliards de nos francs. Les partenaires présents aux assises de validation du plan de contingence, en l'occurrence l'ambassadeur de France au Tchad et le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, ont unanimement réitéré le soutien de leurs institutions respectives au gouvernement de faire face au risque de contamination. Le chef de l'État, chef du gouvernement qui investit sans compter quand il s'agit de la bonne santé des populations, suit de bout en bout ses actions d'envergure. Il a personnellement présidé le 9 mars dernier la traditionnelle réunion mensuelle sur la santé exclusivement consacrée au Covid-2019.
À cette rencontre de haut niveau, regroupant les représentants des grandes institutions, ceux des organisations impliquées dans le système de santé et les diplomates, les mesures de prévention et le plan d'urgence ont fait l'objet des analyses pointues. Le chef de l'État, qui mesure l'ampleur de la maladie dans le monde, touchant les pays les plus proches du Tchad, conseille une stricte vigilance. Et pour mieux assurer le suivi des mesures, il est mis sur pied un comité d'éveil élargi qui sera piloté par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Toutes ces actions concourent à réduire le risque d'importation et de propagation de la maladie. La population principale concernée est tenue d'observer à la lettre les consignes médicales en vue de participer à la gestion de sa propre santé. Très répandu ces derniers mois dans le monde, le coronavirus se transmet par la voie respiratoire et se manifeste par la fièvre accompagnée de différents symptômes comme le rhume ou le syndrome respiratoire aigu, ont précisé les sources médicales. L'ONG Base, en collaboration avec ses partenaires, sensibilise la population des communes du 8e et 10e arrondissement de la ville de N'Djamena sur les 4 trous et les 3 retards. Il s'agit de risques liés sur la santé de reproduction qu'on peut éviter pour le bien-être familial. Ensemble, évitons les 4 trous et les 3 retards. C'est le slogan de la campagne de sensibilisation dénommée Quinzaine de promotion de la santé de reproduction. Une initiative de l'ONG Base, bien entendu, Bureau d'appui santé et environnement, visant à informer et à sensibiliser la population de la commune du 8e arrondissement sur la santé de la reproduction. Je dirais aux jeunes filles et aux dames et aux chefs de carré vraiment d'être attentifs pour recevoir ce message. Et si vous rentrez, vous allez sensibiliser la population, soit conscient de ce qu'on fait dans notre arrondissement. Les 4 trous, c'est-à-dire grossesse trop tôt, trop tard, trop rapprochée et trop nombreuse, et les 3 retards dus à la prise de décision, des consultations prénatales et de prise en charge à l'hôpital méritent d'être bien expliqués à la population, car ces mots minent l'épanouissement de la famille. Parce que l'avenir de ce pays repose sur ses enfants, sur ces jeunes filles. Aujourd'hui, vous avez constaté que nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes présidentes dans d'autres pays. Donc, vraiment, ne soyons pas des barrières pour l'avenir de ces jeunes filles. Les membres de l'ONG Base ont remis des cadeaux aux jeunes filles et femmes qui ont répondu à des différentes questions liées au thème. Une manière de les encourager à faire mieux. De là, le cap est mis sur la commune du 10e arrondissement, également pour sensibiliser et informer la population, surtout les femmes en âge de procréer, sur les 4 trous et les 3 retards. Le secrétaire général de la commune du 10e arrondissement se réjouit de cette action qui, selon lui, contribue à une prise de conscience. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Djidoma Mamat, et ses collaborateurs ont effectué une tournée de prise de contact dans les sièges de plateforme des organisations de défense des droits de l'homme. Objectif, créer un climat de collaboration pour la promotion des droits de l'homme au Tchad. Le siège de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad ADET dans la commune du 4e arrondissement est la première étape de la visite de courtoisie des responsables de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Avec la secrétaire générale adjointe de l'ADET, Rassa Mouga, le président de la CNDH, Djida Omar Mamat, a manifesté la disponibilité de son institution à travailler en symbiose avec les plateformes de défense des droits de l'homme. Ceci pour réduire au maximum les cas de violation des droits humains. Du siège de l'ADET, le cap est mis sur celui de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, CASIDO, dans la commune du 5e arrondissement. Dans la foulée, le coordinateur national de la CASIDO, Mamadi Gadimbaye, salue l'esprit d'ouverture qui anime les responsables de la jeune institution qui jouera un rôle déterminant dans l'ancrage de la démocratie au Tchad. Le président et le rapporteur de la CNDH, Bengar Larmé Laguerre, ont loué les efforts consentis par la CASIDO ainsi que toutes les autres organisations de défense des droits de l'homme malgré les difficultés auxquelles elles font face. Le siège du comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation au Tchad, ses affaires dans la commune du 7e arrondissement, a été également visité
présidée par l'équipe de la CNDH que dirige Djida Oumar Mahamat. Ici, la question de convergence des points de vue pour un partenariat dynamique entre cette organisation et la CNDH pour le bien-être de la population tchadienne a été au centre des échanges. La cellule de liaison et d'information des associations féminines, CELIAF, dans la commune du 6e arrondissement a constitué le point de chute de cette tournée. Avec les responsables de cette cellule, la question de l'adoption du Code des familles pour une meilleure défense des droits de la femme est au cœur des partages. Le président de la CNDH se félicite de ces partenariats entre son institution et les plateformes de défense des droits humains. Il est tout à fait normal que nous allons nous approcher de ces plateformes pour prendre contact avec eux. Parce que c'est avec eux que nous allons beaucoup plus travailler. Et ces plateformes que vous voyez là, c'est eux qui vont contribuer au rapport définitif de la Commission nationale des droits de l'homme. Ils travaillent dans des conditions très difficiles et avec peu de moyens. Mais quand vous évaluez les résultats qu'ils apportent, les résultats sont très très importants. Djida Oumar Mahamat rassure les organisations de défense des droits de l'homme que les portes de son institution sont ouvertes pour toute suggestion et proposition pour la valorisation et la protection du capital humain. Le Centre national de recherche pour le développement servi de cadre à une réunion nationale d'information et des concertations relatives à la mise en œuvre du projet Biopact au Tchad. La réunion qui a regroupé plusieurs acteurs œuvrant pour la sauvegarde du lac Tchad a vu la présence du directeur technique du ministère de l'Environnement. Cette réunion nationale de concertation et d'information relative à la mise en œuvre du projet Biopal permet de jeter les bases d'une lutte contre la crise sécuritaire, humanitaire et écologique des populations vivant autour du lac Tchad. Au cours de ces dernières années, la surface du lac Tchad ne cesse de diminuer, causant ainsi des déséquilibres importants. Cette situation crée la vulnérabilité des populations avec des impacts humanitaires et expose ainsi des milliers de personnes à des situations lamentables. Il s'agit de mettre à jour et compléter les connaissances afin de fournir aux décideurs des données et des outils pour la prise de décision. La deuxième composante, qui est former, informer et sensibiliser, se veut de renforcer les capacités techniques, logistiques et organisationnelles des institutions et communautés et de promouvoir la concertation et le dialogue pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Le Biopal, selon le directeur technique du ministère de l'Environnement, est un projet multisectoriel qui intègre la stabilisation de l'écosystème du bassin du lac Tchad, dont la vie des 45 millions de la population est intimement liée. L'agriculture, l'élevage et la pêche constituent plus de 80% de la population et la quasi-totalité du monde rural. Pour de diverses raisons, la gestion de cet espace qui est la terre est devenue source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour pallier à ce phénomène, le Conseil national de concertation de producteurs ruraux du Tchad a présenté la note de positionnement des organisations de production. Au Tchad, les activités principales du monde rural sont constituées essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Malheureusement, la terre qui est le support de ces activités est devenue source de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Face à cette problématique, le Conseil national de concertation de producteurs ruraux du Tchad s'est prononcé à travers une note de positionnement des organisations de producteurs ruraux du Tchad. Ces conflits constituent une grande préoccupation pour le CNCPRT car ils perturbent l'harmonie sociale, la cohabitation pacifique et l'activité agro-pastorale dans le monde rural. Le directeur général du ministère de l'administration du territoire, Gondol Vikama, représentant son ministre, salue cette initiative et appelle ces derniers à mettre en pratique les connaissances acquises afin de juguler le conflit agriculteur-éleveur au Tchad. Les différents orateurs invitent le Conseil national de concertation de producteurs ruraux du Tchad à impliquer toutes les couches socio-professionnelles dans la sensibilisation. Dans leurs recommandations, les participants appellent le gouvernement, entre autres, à réviser les textes fonciers qui datent des années 1960, d'encourager et renforcer les collectivités locales ou encore de renforcer les mécanismes traditionnels de prévention des conflits permettant de régler les différends entre agriculteurs et éleveurs.
Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a présidé jeudi dernier la cérémonie de lancement officiel du projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, Pamelot, financé par la coopération technique allemande GIZ en faveur de la population de la dite province. Suivez. La cérémonie de lancement officiel de ce projet a vu la présence de toutes les autorités administratives, communales et traditionnelles du Kanem. C'est un projet qui couvre les provinces de Hadjar Lamis, de Barghazal et du Kanem. 11 communes, dont 4 dans la province du Kanem, sont concernées par ce projet pour un coût global de 7 milliards de nos francs pour une période de 4 ans. Cette rencontre a pour but de faire comprendre aux différentes autorités de la province les principales activités, celles à réaliser, ces perspectives du projet et surtout les objectifs du projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad. Pour la chef du projet, Madame Adeline Cartier, le PAMOLET a pour objectif d'aider la population de la bande sahélienne à travers ces 4 composantes qui sont la filière agricole, en valorisant les wadis, l'amélioration des situations économiques des femmes et la cohabitation pacifique. Par ailleurs, elle a demandé le concours des autorités administratives et leur implication pour la réussite de ce projet. Pour une bonne organisation, 35 membres ont été installés pour le suivi du projet. Le comité a pour président le gouverneur du Kanem. C'est l'occasion pour le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, de dire que cette rencontre est une opportunité pour les autorités administratives, communales et traditionnelles et de prendre connaissance des différentes activités qui seront menées dans les 4 communes du Kanem, à savoir Mao, Melia, Mondo et Noku. Pour Hassan Terap, ce projet vient à point nommé quand on sait que la province du Kanem connaît un climat dur et avec une pluviométrie inégalement répartie et qui connaît souvent des retards. Pour lui, ce projet contribuera à améliorer les conditions de vie de la population. Il s'est tenu à Sarre un atelier sur l'élaboration de textes de base de mécanismes de prévention et gestion des conflits. La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Barsara. On fait le point avec mon pauvre Béadunga. Le préfet du département du Barsara a officié la cérémonie de l'atelier sur l'élaboration des textes de base des mécanismes de prévention et de gestion des conflits avec la participation des jeunes hommes et femmes. C'était en présence des administrateurs civils et militaires, chefs traditionnels, responsables ecclésiastiques, des jeunes, chefs de village et fériques. Pour accompagner les autorités nationales et locales dans le processus de quête d'une vie communautaire plus apaisée dans le département du Barsara, les agences des Nations Unies, précisément l'UNESCO et l'UNFPA et leurs partenaires renforcent davantage la cohabitation pacifique et la synergie de leur intervention à travers le projet de prévention et de gestion des conflits au sein des communautés mis en œuvre par la cellule de liaison des associations féminines en abrégé CELIAF, a précisé la présidente nationale de la CELIAF, Néou Damaj Naila. Le représentant de l'UNFPA, Gassi Simbari Mathieu, quant à lui, a fait comprendre que la paix est le vecteur dans le processus de développement, car selon lui, la paix est la base de toute œuvre humaine et la condition sine qua non de réussite et de croissance socio-économique du pays. Le préfet du Barsara, Sougour Moussal Robo, a signifié dans son discours que la province du Mandoul connaît différents types de conflits au sein des communautés et intragénérationnels. C'est pourquoi il est important de marquer un arrêt pour harmoniser les approches et méthodologies sociales dans la prévention et gestion des conflits afin d'apporter une modeste contribution à cette dynamique mise en place par les plus hautes autorités du pays pour la consolidation de la paix au Tchad. Dans la province de Salamat, le ministère de la promotion de jeunes d'espoir et de l'emploi remis de crédit de plus de 17 millions à 12 jeunes dont leurs projets sont retenus. La cérémonie de remise de ce don, de ce chèque à crédit, a vu la présence du secrétaire général de la dite province, Akada Doumachi. On vient concrétiser l'une des promesses faites par le chef de l'État lors du Forum national de la jeunesse. Ceci pour booster l'entrepreneuriat des jeunes afin de réduire leur chômage et de sortir la jeunesse de la pauvreté. Le directeur de la promotion des jeunes d'Ingamnayal Kalde Luanga, représentant le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, a appelé les jeunes à leur sens de créativité, de loyauté et de responsabilité pour continuer à mériter la confiance des plus hautes autorités du pays. Pour lui,
Les bénéficiaires de ces crédits doivent faire bon usage afin de se faire une place dans la société et se frayer un chemin dans le monde des affaires. Le directeur n'a pas manqué de leur rappeler le remboursement de ces fonds dans le délai pour donner la chance aux autres. Remettant ce fonds aux récipiendaires, le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Maha, a salué ce geste du président de la République Idriss Déby Itno, qui selon lui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeunesse. Les jeunes, reconnaît le secrétaire général, constituent le premier atout et le premier trésor sur lequel notre pays compte pour amorcer véritablement son émergence. Les bénéficiaires, quant à eux, demeurent reconnaissants au chef de l'État qui met toujours la jeunesse au cœur de ses actions. Le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers a remis ce matin des kits à outils mécaniques et électriques à 12 établissements de la capitale, une manière d'encourager la gente féminine d'embrasser la mécanique. Amatangast. C'est dans le but de répondre aux attentes de la jeunesse tchadienne confrontée aux problèmes de chômage et de sous-emploi que le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers offre ces kits à outils mécaniques et électriques à 12 établissements de formation technique et professionnelle publics et privés de la ville de N'Djamena. Par la remise de ces outils et matériels, le ministère concerné voudrait surtout encourager les filles à embrasser la mécanique et l'électricité. Nous voulons dire aux filles que la formation professionnelle ne concerne pas seulement les garçons, mais c'est vous. Et le Tchad doit compter sur vous, les femmes. Avec cet acte, nous voulons vous dire que plus jamais on ne se séparera. Les bénéficiaires directs de cet appui n'ont pas caché leur satisfaction. Au nom des centres et écoles professionnelles, je tire chapeau et je dis merci. C'est une initiative très très louable. Et dire non des établissements privés de formation professionnelle font un pas pour le développement. Je vous dis merci. Selon les bénéficiaires, cet appui du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers contribuera à leur insertion dans la vie sociale. Le projet d'appui à la formation et à la sécurité au Tchad a offert un don composé de matériel informatique et sportif à l'École nationale de police et au Centre commun de formation de Koundjoula. On fait le point avec Maman Suleiman. Une fois de plus, le projet d'appui à la formation et à la sécurité au Tchad, Tchad, offre des matériels informatiques et équipements sportifs à l'École nationale de police et au Centre commun de formation de Koundoul. De l'avis du chef de mission du projet d'appui à la formation et à la sécurité au Tchad, ces dons aideront un temps soit peu ces centres de formation. Je suis très heureux aujourd'hui, monsieur le contrôleur général d'une part, monsieur le directeur de l'ONP d'autre part, de vous remettre officiellement ces matériels pour le fonctionnement de vos entités et pour l'entraînement et la formation des personnels qui seront amenés à les utiliser, tant dans le cadre de la formation individuelle. Pour le coordonnateur des centres communs de formation des forces de sécurité intérieure, le projet Sécu-Tchad est un partenaire de taille. Si je pense aujourd'hui que Sécu-Tchad est presque en fin de mission, j'ai quand même un pincement au cœur. Parce que je sais que Sécu-Tchad en a beaucoup fait. Donc mon souhait ardent est de voir quand même la reconduction de Sécu-Tchad pour la deuxième étape, deuxième phase, pour permettre quand même aux forces de sécurité intérieure d'en bénéficier plus. Le directeur de l'École nationale de police, Ali Goukouni Hardi, a vivement salué ces gestes. Créé en 2017, le projet d'appui à la formation et à la sécurité au Tchad s'est fixé comme objectif de former et de soutenir les forces de l'ordre dans leur mission. Les élèves du complexe Espoir de Bololo ont visité le musée national du Tchad, une visite qui a permis aux élèves du dit complexe de découvrir les potentialités artistiques que regorge notre pays. Amatangarasta. Exposé au musée national tchadien, le cran de Toumaï, vieux de 7 millions d'années, continue de susciter la curiosité du public. Cette fois-ci, ce sont les élèves du complexe éducatif Espoir qui ont fait le déplacement du musée national. Objectif, découvrir le patrimoine ancestral exposé au musée national. Après la visite du pavillon de Toumaï et l'histoire des œuvres de Sao, un exposé débat sur la civilisation africaine et leurs points de convergence a retenu l'assistance des élèves. Elles ont été édifiées sur le mode de vie africaine et européenne, la protection du patrimoine local
et la préservation des langues maternelles. La chante féminine invite la jeunesse à s'intéresser au musée national afin de découvrir leur culture. L'association Taïba Les Djemil Khairat a clôturé au collège Faisal de Djamena sa campagne de sensibilisation sur l'impact de l'éducation dans les différents établissements des 10 communes de la ville. Mohamed Moussal. L'éducation est une condition essentielle pour tout développement. Conscient de son impact sur la jeunesse, l'association Taïba Les Djemil Khairat sensibilise les élèves des différents établissements de la capitale sur l'importance de l'éducation. C'est une campagne de sensibilisation et d'orientation placée sous le thème « Le résultat de l'éducation dans la société ». Au collège Roi Faisal, les responsables de la dite association ont axé leurs interventions sur l'orientation et l'encadrement des élèves. Selon le secrétaire général de l'association Taïba Les Djemil Khairat, commencée depuis le 3 mars dernier, cette campagne de sensibilisation s'étend dans les 10 grands établissements secondaires de la capitale. Le président de l'association Taïba Les Djemil Khairat, Ahmad Al-Goni Jidda, invite les élèves à mettre du sérieux dans leurs études. Il appelle les parents à assurer le suivi pour la réussite de leur progéniture. L'ONG Toussaint ouvert dans le cadre de ses activités a organisé à l'université Tchad une conférence de débat sous le thème Femmes et développement durable. Ousmane Idriss Dakou. Femmes et développement durable, ce thème d'actualité est au centre des préoccupations à cette conférence débat initiée par l'ONG Toussaint ouvert. Le panel composé des enseignants-chercheurs a largement édifié l'assistance sur la question. Les panélistes ont décrypté le concept de développement durable dans son sens plus large. Selon les intervenants, la femme est la base de développement, a un apport non négligeable dans l'économie nationale. Aussi ont-ils évoqué le cadre institutionnel qui accorde un quota de 30% aux femmes dans les fonctions nominatives et électives. Au cours des débats, des voix se sont élevées pour déplorer l'insuffisance des femmes dans certains secteurs. En réponse à ces préoccupations, les conférenciers affirment que la sensibilisation doit être accentuée pour que la femme joue pleinement son rôle au sein de la société. Créée depuis 2017, l'ONG Toussaint ouvert œuvre en faveur du développement durable. Une cérémonie de passation de service entre le nouvel exécutif et le sortant a lieu à Doba en présence du préfet de la Pendé. Tolobé Bainassem Dieudonné. Après 2 ans et 10 mois passés à la tête de la mairie de Doba, l'exécutif sortant vient de passer les rênes de cette institution à une nouvelle équipe. Et ce, conformément au procès verbal de la session extraordinaire tenue le 10 mars 2020 dans la salle de délibération du conseil municipal de la commune de Doba, sous l'égide du préfet du département de la Pendé. Le 4e exécutif de la mairie de Doba a pour maire Ngarmoussa Bruno. Bandongar Pandie en assure le rôle du maire premier adjoint. Dans son rapport bilan, le maire premier adjoint sortant Neldé Isaï cite entre autres le budget communal ramené à une proportion réaliste, la réduction substantielle du personnel, l'inscription de la commune de Doba dans le réseau des cadres de concertation communale pour la participation citoyenne, la collaboration avec l'association des communes du Tchad dont le projet de jumelage entreprise entre la ville de Doba et celle de Donying en Chine. Installant officiellement le nouvel exécutif, le préfet du département de la Pendé, Hamid Kondo Ali, a relevé que depuis, la mairie de Doba traverse de graves crises dans sa gestion administrative et économique avec plus de 40 mois d'arrêt de salaire. Il a par ailleurs exhorté le maire entrant à la mise sur pied des mécanismes de recouvrement de recettes afin d'arrêter l'hémorragie qui gangrène la commune de Doba. Le maire entrant Ngarmoussa Bruno, élu du parti MPES, a remercié les plus hautes autorités du pays et en l'occurrence l'autorité de tutelle et les conseillers municipaux pour le choix porté sur sa personne avant d'inviter les uns et les autres à lui porter tout leur soutien pour la réussite de sa tâche. L'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe section de Wadifira forme les élèves sur le respect de l'hygiène alimentaire à l'école. La cérémonie a été présidée par le préfet de Building, Mohamed Salianour. Sensibiliser les élèves et le public sur le risque de santé lié au non-respect des règles élémentaires de l'hygiène et assainissement est le but principal de cette activité. Pour le président de l'Union, Hissène Ibrahim Abdoulaye, cette campagne de sensibilisation n'est pas le fait du hasard,
car elle découle d'un simple constat fait dans les établissements scolaires et les autres lieux publics où les règles élémentaires de l'hygiène ne sont pas respectées. Il martèle que l'Union mettra le bouchée double pour réaliser cette campagne de sensibilisation dans tous les établissements scolaires et le lieu public. Les responsables éducatifs et associations de parents d'élèves ont exprimé leur ferme volonté à aider l'Union à réaliser cette activité qui le qualifie de salvatrice. Lançant la dite campagne, le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahma, se réjouit de cette initiative. Il demande aux élèves à mettre à profit cet exercice pour comprendre un certain nombre de bonnes pratiques à suivre lors des manipulations des aliments dans le but de prévenir l'altération des aliments et les atteintes potentielles à la santé. Les membres du comité en charge de l'organisation de l'intronisation du nouveau sultan Cherif Abdelhadi ont organisé une rencontre d'évaluation hier au palais du 15 janvier. Abdelhadi Moumassalé. Un récit des versets coraniques, comme le veut la tradition islamique, pour marquer l'ouverture de la séance de rencontre du haut comité en charge des préparatifs de la cérémonie d'intronisation du nouveau sultan de Darwaddaï à l'Abbasiya, Cherif Mahdi Abdelhadi. Un comité dirigé par Ahmad Mohamed Tabashir. Il s'agit par cette rencontre de mobiliser les filles et les fils du Waddaï pour la réussite totale de cet événement prévu le 19 mars prochain à Abéché, chef-lieu de la dite province. Ensemble pour la réussite de l'événement historique, c'est le thème qui a fait l'objet des échanges entre les filles et les fils de la province du Waddaï, résidant en Djamena avec les membres du haut comité en charge des préparatifs de la cérémonie d'intronisation du nouveau sultan de Darwaddaï à l'Abbasiya, Cherif Mahdi Abdelhadi. Après avoir salué cette mobilisation, le président du haut comité, Ahmad Mohamed Tabashir, a fait un bref aperçu de l'historique de ces sultanats avant de remercier les uns et les autres pour leur contribution. Ahmad Mohamed Tabashir a surtout demandé aux filles et fils de la province de sortir massivement pour donner un cachet particulier à cette cérémonie d'intronisation. Après une semaine d'intenses travaux, les femmes artistes poursuivent leur activité dans un village situé à quelques kilomètres de Dougia, dans le Hadjar Lamis. Une visite pour s'imprégner des conditions de travail de femmes potières de cette localité. Innocent Cléo. C'est Danouna, un village de la province de Hadjar Lamis, qui a reçu la visite des femmes artistes de la Sénar 2020. Ce village est reconnu par sa richesse en art. Cet art est la poterie. Pour Mariam Maïboula, présidente de la Sénar 2020, la descente dans ce village a pour but de rendre visible le travail de la poterie que se livrent les femmes de Danouna. Nous sommes venus leur expliquer ce que nous faisons et que l'année prochaine, qu'elle soit de la partie à l'exposition, qu'elle participe efficacement à la Sérapète en art en 2021. Danouna est désormais partenaire à Kadjakosi et à Sénar. Émues par cette visite des femmes artistes venues de la capitale, les femmes et les autorités de ce village ne cachent pas leur enthousiasme. Pour elles, ces échanges d'expériences peuvent ajouter un plus dans leur vie artistique. Les femmes potières de Danouna ont présenté leurs doléances auprès de la présidente de la Sénar 2020. Des doléances qui portent sur la vente de leurs produits issus de la poterie, car leurs œuvres d'art ne trouvent pas de la clientèle, bien qu'elles ont de la qualité. Un reportage de Guilé Yamgoto, lauréat du projet L'Afrique au féminin, a été diffusé hier à la Maison de la Femme. En dehors du public, quelques officiels ont suivi la diffusion de ce reportage qui porte sur les menstruations. Yann Mouibi. C'est en présence du ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi que ce reportage de Guilé Yamgoto a été diffusé.
Un reportage qui met en lumière le combat d'une femme d'exception, celui d'Amina Prestil Longo. En effet, grâce à une initiative qu'elle vient de lancer, Amina Prestil Longo a mis sur pied une équipe qui confectionne des serviettes hygiéniques, ce qui permet aux jeunes filles de continuer à aller à l'école pendant leur cycle menstruel. Un engagement qui a justement guidé le choix de Guileyam Goto. Je me suis dit, ok, je dois me focaliser sur Amina Longo, qui est une jeune femme tchadienne, qui fait plus dans la confection de serviettes hygiéniques pour les jeunes filles. Et ces serviettes permettent aux jeunes filles de poursuivre normalement leurs cours. Elles sont en période de règles. Et c'est partant de là que je faisais Amina, dans le but de dire, ok, si je réalise ces reportages, cela pourra booster ce qu'elle fait et cela va permettre aux jeunes filles de suivre normalement leurs cours et qu'il n'y ait pas d'handicap derrière tout ça. L'Afrique au féminin est un projet lancé par le groupe Canal+ en 2013 et vise à accompagner le développement de l'audiovisuel en Afrique par la formation des professionnels du cinéma. Pour cette édition des lauréats, une centaine de dossiers a été sélectionnés en septembre 2019. Au final, ce sont 8 journalistes reporters d'images, dont Guileyam Goto, qui ont été retenus. Et c'est ainsi que chacun d'entre eux a réalisé un film autour du thème « Femme d'exception ». En religion, l'église fraternelle luthérienne se prépare activement à célébrer le centenaire de son existence et l'entrée de l'évangile au Tchad. Prélude à cette grande messe, une assemblée générale ordinaire s'est tenue pour évaluer et valider les grandes décisions qui régissent l'église fraternelle luthérienne. Cette assemblée générale de l'église évangélique de Bol se tient après 2 mois de celle de Gagal. Pendant cette assise, les fidèles venus des provinces de Bahr el Ghazal, Kanem et ceux du lac auront à se familiariser autour du thème enjeu de transmission de l'héritage spirituel aux générations futures. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Soukassi Prosper Amigué a rappelé l'historique de l'annexe de Bol créée depuis 1998 et qui couvre aujourd'hui 3 provinces, à savoir le Kanem, le Bahr el Ghazal et le lac. Dans son intervention, le président de l'annexe de Bol, le pasteur Djerabé Derdi Pierre, cette assemblée générale régionale se tient au moment où l'église évangélique du Tchad est en train de traverser une crise de leadership dont il a appelé les différents fidèles de prôner la tolérance. Le secrétaire général de la province du lac, Sadi Katri Abdraman, la paix et la cohésion sociale pour le peuple tchadien sont au centre de la politique du chef de l'État, Idriss Déby Itno, tout en demandant aux hommes de Dieu à continuer dans la recherche de la paix et la cohabitation pacifique, qui sont des socles d'un développement durable et paisible d'un pays comme le nôtre. C'était plutôt l'église évangélique du Tchad, section de la province du Lac, qui a tenu son assemblée générale ordinaire jeudi dernier en présence du secrétaire général de la dite province. Un reportage signé Mohamed Mbouloumi. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.